de Monsieur David Ben. Il vient de l'Université normale de Chine du Sud. Son intervention porte sur la Chine-Afrique en contexte académique, questionnement sur une rencontre non prévue et non aboutie avec la francophonie. Merci. Donc effectivement, je vais vous parler de la Chine-Afrique. Ce terme peut être descriptif, désignant toutes sortes de relations entre la Chine et les pays africains. C'est un peu son sens en chinois. Mais il peut, par sous-entendu, être porteur d'un reproche. La fameuse politique du gagnant-gagnant cacherait dans les faits un comportement néocolonialiste de la Chine en Afrique. Et le rappel d'un autre terme construit de la même manière, la France-Afrique contribue à faire un tel rapprochement. On entend de plus en plus parler de la Chine-Afrique, et pour cause, les échanges commerciaux et économiques entre la Chine et le continent africain ont pris une importance considérable ces dernières années. Si c'est cet aspect économique qui est le plus souvent mis de l'avant, à juste titre, je crois, cette relation ne se limite pas à cette dimension. Les liens diplomatiques et politiques sont de plus en plus forts, de même que les relations académiques. C'est à cette dernière dimension que je vais m'intéresser avec un éclairage particulier. Effectivement, un élément inattendu de cette relation est à signaler. La langue française y est d'une manière ou d'une autre présente. L'objectif de mon travail est donc d'interroger la Chine-Afrique en contexte académique à travers le prisme de la francophonie. Ce dernier terme est à prendre ici dans son sens le plus restreint et le moins politique possible, mais est-ce possible ? Je l'espère du moins, à savoir des personnes, des institutions, des pays qui font un usage, même partiel, de la langue française. Donc je m'en tiens à cette définition un peu vague, mais peut-être qui est quand même relativement, enfin qui est vague et précise à la fois. Enfin bon, vous serez juge. En choisissant comme porte d'entrée la langue française, je cherche à savoir s'il est possible de mettre en évidence, dans ces relations académiques entre la Chine et l'Afrique, des phénomènes qui autrement auraient échappé à l'observation. Je vais donc y aller de manière exploratoire, vous l'aurez compris, et je précise que dans ce travail, comme dans tous mes travaux de recherche, je m'inscris dans une tradition interdisciplinaire critique des sciences humaines et sociales, l'économie politique des langues. Alors, si je prends comme porte d'entrée la langue française, la francophonie, pour regarder, mais la francophonie dans le sens que j'ai donné plus tôt, hein, et pas du tout la francophonie politique ou d'autres éléments comme ça, pour regarder autrement la Chine-Afrique en contexte académique, qu'est-ce que je trouve ? Un premier élément auquel vous avez peut-être immédiatement pensé concerne la mobilité étudiante. Les étudiants africains sont de plus en plus nombreux sur les campus chinois. Si ce n'est pas un phénomène nouveau, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de ce phénomène depuis une dizaine d'années. Même si beaucoup de questions demeurent sur le nombre exact d'étudiants concernés, on dit que la Chine serait désormais la deuxième destination des étudiants issus de ce continent. Des questions également sur le type de programme suivi. Le fait est que cette tendance est bien réelle. Un autre élément à signaler concerne les établissements d'accueil. En Chine, on assiste à une diversification géographique et universitaire. Enfin, cette augmentation semblerait en grande partie liée à une volonté du gouvernement chinois qui a décidé, dans les années 2000, de soutenir le développement de l'éducation en Afrique. Il s'est donné pour cela un cadre, le FOCAC, et des moyens. Il accorde de plus en plus de bourses aux étudiants africains. Alors, quelle est la place du français dans cette mobilité ? S'il est difficile de mesurer avec exactitude la part des étudiants issus des pays africains francophones, on peut assez facilement imaginer qu'ils en représentent une part non négligeable, sans pour autant constituer la majorité. Effectivement, quasiment tous les pays du continent sont concernés par cette mobilité étudiante. L'Afrique francophone occupe donc toute sa place dans cette coopération académique décidée au plus haut niveau. Lorsque ces étudiants africains francophones arrivent en Chine, il n'est pas impossible qu'ils croisent à l'aéroport, sans le savoir, de jeunes francophones chinois, fraîchement diplômés, qui, eux, s'apprêtent à embarquer dans le même avion, mais en sens inverse. C'est mon deuxième élément. Une mobilité en sens contraire de jeunes étudiants chinois de français qui sont de plus en plus nombreux à aller en Afrique pour une première expérience professionnelle.
Alors, il ne s'agit pas à strictement parler d'une mobilité académique. Hein. Ces étudiants ont effectivement déjà terminé leurs études et les universités ne sont pas vraiment engagées dans ce mouvement. Enfin, le but du séjour n'est clairement pas de poursuivre des études en Afrique, mais de travailler. Ces étudiants, je pourrais dire, ne verront donc probablement jamais un campus africain, à moins qu'il s'agisse d'un chantier confié à une entreprise chinoise, à l'entreprise chinoise pour laquelle ils travaillent. Pourtant, cette mobilité est fortement liée à la vie de ces sections et départements de français. D'abord parce que les entreprises viennent recruter directement sur les campus, souvent dès la 3e année. Ensuite, parce qu'il s'agit la plupart du temps de la première expérience professionnelle de ces étudiants, qui vont donc utiliser leurs compétences linguistiques pour la première fois en Afrique. Enfin, ces débouchés bien rémunérés assurent à la fois une très bonne réputation à la spécialité universitaire de français en Chine et permettent à ces sections de se maintenir du fait d'un taux d'employabilité très élevé. Ainsi, on peut dire que l'Afrique est l'invité non prévu de la francophonie universitaire chinoise. On peut même parler d'un paradoxe sur lequel je reviendrai plus tard. D'autres éléments viennent compléter ce tableau. Les recherches sur la francophonie connaissent en Chine un développement réel, même s'il reste timide. Elles se font dans le cadre de centres universitaires de recherche, dont la plupart ont ouvert il y a moins de 10 ans. Je vous en ai mis 2 exemples sur la diapositive, et dont l'activité réelle n'est pas toujours aisée à mesurer. L'Afrique occupe dans ces recherches une place non négligeable, mais il existe aussi de nombreux centres de recherche, parfois anciens, spécifiquement sur ce continent. Le dernier élément de ce tableau que je vais évoquer, ce sont les instituts Confucius. L'ouverture un peu partout dans le monde d'instituts Confucius est le résultat de la mise en place par la Chine d'une politique assumée de soft power. Ils sont de plus en plus nombreux en Afrique, notamment en Afrique francophone, où on en compte une dizaine actuellement, auxquels il faut ajouter 4 classes francophones. Le rythme d'ouverture des instituts Confucius en Afrique francophone a été important pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Il s'est ralenti depuis et semble s'accélérer à nouveau depuis 2015. 2 pays africains francophones comptent 2 instituts Confucius, le Maroc et Madagascar. Sans être numériquement très importante, on peut observer que l'Afrique francophone n'est pas mise de côté par la Chine dans cette politique d'implantation des instituts Confucius. Alors, j'arrête là cet inventaire un petit peu à la Prévert. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la langue française est présente, au moins dans cette relation entre la Chine et l'Afrique en contexte académique. Alors, pourtant, cette rencontre n'était pas particulièrement prévue et peut-être même pas vraiment désirée. Premier élément de ce que j'appelle cette rencontre non prévue, est-ce qu'elle a été décidée d'en haut, notamment côté chinois? Autrement dit, a-t-on une politique volontariste de la Chine en Afrique francophone? C'est ce qu'on entend parfois dans des discours circulant en francophonie. La Chine aurait compris, elle, que l'avenir du français était en Afrique, avec sous-entendu que d'autres pays ne l'auraient pas compris ou pas accepté. Parmi les arguments avancés, je crois qu'on les a un petit peu entendus ce matin, on évoque une stratégie favorable au développement du français, notamment dans le cadre de ses relations avec l'Afrique. De fait, depuis le début des années 2000, l'enseignement du français au niveau universitaire connaît une croissance exponentielle, puisqu'on a entre 4 et 6 universités chinoises qui ouvrent chaque année une section de français. Je vous ai mis ce graphique ici. Je précise que quand je parle de spécialité universitaire, c'est-à-dire que c'est vraiment la spécialisation universitaire des étudiants qui vont préparer un Benke, qui est un programme de premier cycle de 4 ans. Leur spécialisation, c'est le français. Donc je ne parle pas de ce qu'on appelle parfois le français LV2 ou des cours à option. C'est vraiment la spécialité de français, la spécialité de ces étudiants-là. Donc on a 4 à 6 universités chinoises qui ouvrent chaque année une section de français. Donc effectivement, le raccourci est rapide. On va dire, bien oui, c'est évident, la Chine veut s'implanter en Afrique. Je vais y revenir dans un instant. D'autres arguments sont parfois avancés, dont l'ouverture des instituts Confucius, mais celui du développement de l'enseignement du français est en général le principal argument. Alors pourtant, je fais partie des gens qui pensent que cet argument résiste assez peu à l'analyse. Ce développement de l'enseignement du français ne concerne que le niveau universitaire et que les spécialités
de français, beaucoup plus secondairement les écoles privées et les alliances françaises, et on n'a aucune augmentation constatée à d'autres niveaux. Pour les universités chinoises, il y a une section, un département de français, de même que pour leurs étudiants. Je dirais que la Chine-Afrique est une conséquence heureuse, car elle offre des débouchés importants avec de bonnes conditions. Mais je ne pense pas que ce soit une politique spécifique en direction de l'Afrique qui explique ce développement. Et là, on a tout le problème des études qui sont en apparence contextualisées, mais en fait qui sont plutôt décontextualisées. C'est-à-dire que si je regarde que la situation du français et que je regarde le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, on va constater qu'il y a une augmentation comme ça et on peut tirer cette conclusion-là, cette explication. Mais on oublie complètement le contexte de l'enseignement supérieur chinois, notamment depuis la fin des années 1990, qui est un contexte de massification. Ça a été un mouvement à marche forcée qui a été décidé par les autorités de Pékin. Et donc, en fait, ce schéma que je vous ai montré, ce graphique, je pourrais très bien vous le montrer pour d'autres langues. L'allemand, le coréen, le japonais, même le portugais, l'arabe, d'autres langues qui augmentent. Et je pourrais en fait vous le montrer pour quasiment toutes les spécialités universitaires. Donc, si je le sors de ce cadre-là, je vais dire, regardez, le français augmente, mais si je le remets dans le cadre national, en fait, toutes les spécialités augmentent parce qu'on est dans une situation de massification de l'enseignement supérieur. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait une politique spécifique par rapport aux Français, et c'est pour ça que j'ai appelé ça une externalité positive. Quant à l'argument des instituts Confucius, en fait, il est un fait avéré, ils sont peu nombreux en Afrique, moins de 10% du total mondial, 48 sur un total de 511, et ils sont encore moins nombreux en Afrique francophone, contrairement par exemple à l'Amérique du Nord ou à l'Europe. En réalité, il est bien difficile de trouver des éléments pour affirmer qu'il existe une politique spécifique envers l'Afrique francophone. Si le gouvernement chinois, dans sa politique, prend en compte la réalité francophone, avant tout par pragmatisme, il n'a pas vraiment, selon moi, de stratégie spécifique dans le domaine académique envers l'Afrique francophone. Le développement en Afrique francophone fait partie d'une stratégie globale qui vise à permettre à la Chine de mieux s'implanter en Afrique. Le deuxième élément de cette rencontre non prévue, en francophonie universitaire chinoise, on peut dire que l'Afrique est une source de contrariété. La notion de francophonie universitaire, c'est une notion sur laquelle je travaille actuellement, que j'essaie d'explorer, de développer, de mieux définir dans un cadre national. Mais je crois que c'est une notion prometteuse, notamment si on la regarde comme un champ au sens où Bourdieu l'a défini, avec donc une limite à ce champ, des acteurs qui interviennent, des institutions, des personnes et des rapports de pouvoir. Alors j'ai pris cette porte d'entrée que je trouve, je vous dis, plus prometteuse que, par exemple, ce matin, on parlait des différents niveaux d'analyse, mais le niveau étatique n'est pas toujours satisfaisant. Le niveau des personnes, bon, il peut l'être, mais disons que si on est à ce niveau-là intermédiaire, où on a, par exemple, la francophonie universitaire chinoise, c'est un champ extrêmement dynamique, où il se passe beaucoup de choses, et là, on voit beaucoup de choses. Comme tout à l'heure, je disais, je veux voir ce qui se passe. Là, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas si on reste au niveau de l'université, d'une université ou au niveau des États. Alors, je ferme un peu cette parenthèse. Donc, en francophonie universitaire chinoise, je disais, l'Afrique est source de contrariété et on pourrait multiplier les qualificatifs pour désigner l'émergence de l'Afrique dans cette francophonie universitaire chinoise. On pourrait parler de contradiction africaine, de contrariété africaine, de paradoxe africain. Car si l'Afrique propose des débouchés professionnels importants, elle représente en même temps une menace symbolique pour la valeur du français. Je dirais, pour paraphraser Bourdieu, que les enseignants de français en Chine ne veulent pas se retrouver comme des détenteurs d'emprunts russes. Les enseignants de français vont se référer aux Français de France pour récupérer le prestige lié à ce pays, à sa langue, sa littérature, sa culture. De ce point de vue, les variations, et plus encore l'Afrique, dont l'image est négative en Chine, ne sont pas les bienvenues. Je pourrais presque dire que bien souvent, le francophone africain n'est pas perçu comme un locuteur légitime, ni le français qu'il parle et la manière dont il le parle, ni sa littérature. La norme des références est celle de la France qui est vue comme unique. Ainsi, la vision de l'ordre social au sein de cette francophonie universitaire chinoise et les rapports de force symboliques ne sont pas favorables à l'Afrique. Et donc, il n'y a pas
que ce soit de la part des enseignants ou de la part de ces départements et sections, une volonté d'investissement dans l'Afrique. En conséquence, les enseignants, comme les départements et sections de français, se livrent à un numéro d'équilibriste, surfant sur l'image positive du français et de la France, tout en prenant en compte la réalité, notamment des emplois bien rémunérés en Afrique. Les étudiants chinois de français, quant à eux, se trouvent écartelés entre des discours et des réalités contradictoires, des discours qui valorisent la France et la norme linguistique de la France, et des mobilités professionnelles particulièrement rémunératrices vers l'Afrique. Le dernier élément de cette rencontre non prévue concerne les étudiants africains francophones en Chine. Ils ont fait le choix d'investir dans l'apprentissage du chinois et peut-être également d'utiliser l'anglais comme langue de communication, voire d'études en Chine en complément du chinois. Pour autant, ce choix d'études en Chine est-il vraiment le premier ? Cela est tout à fait possible, eu égard à la place qu'occupe la Chine aujourd'hui, mais il est aussi possible que ce soit un choix par défaut, par exemple, après un refus de visa étudiant en France, ou encore un choix opportun après l'attribution d'une bourse par le gouvernement chinois. En tout état de cause, ces étudiants, quelle que soit la raison ou les raisons de ce choix, ne s'attendent pas, probablement, une fois arrivés en Chine, à accorder aux Français une place particulière, à part simplement dans les communications avec leurs amis. Mais à part ce cadre-là, je ne pense pas qu'ils s'attendent à ce que le français occupe une place particulière. Le problème ici, c'est que la littérature scientifique concernant les étudiants africains présents sur les campus chinois, notamment les étudiants francophones, est encore parcellaire. Donc il n'est pas facile d'en savoir beaucoup sur eux. Du coup, je peux faire jouer un peu mon imagination et je me poser la question, qu'est-ce que j'aimerais savoir ? Je crois qu'il faudrait tout d'abord pouvoir, bien sûr, interroger ces étudiants afin de comprendre leur parcours, leur représentation et essayer d'en savoir plus sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. Il faudrait le faire en se donnant un cadre théorique approprié. Plutôt que de les interroger seulement sur leur motivation, qui est, selon moi, une porte d'entrée trop souvent privilégiée lorsqu'on s'intéresse au développement de l'enseignement d'une langue dans un pays, et on imagine toujours la même question, pourquoi vous avez choisi d'apprendre le chinois. Je crois qu'une autre notion pourrait être convoquée, celle d'investissement langagier. C'est une notion qui a été proposée par la linguiste canadienne Bonnie Norton dans les années 1990 et qui a été bonifiée récemment par le sociolinguiste suisse Alexandre Duchesne. Une telle notion s'inscrit totalement dans une analyse en économie politique des langues. Elle permet de replacer l'apprenant dans son contexte, et j'insiste bien quand je dis dans son contexte, c'est-à-dire le contexte tel qu'il le perçoit et le définit, ce qui implique sa propre perception des enjeux, sa propre perception de l'ordre social. On peut imaginer alors, peut-être dans les réponses, dans leurs réponses, que ces étudiants évoqueraient leur propre situation personnelle, économique et sociale, leur perception de la Chine, pays émergent, leur perception de leur propre pays, la place des différentes langues présentes dans leur répertoire, langue parlée, langue apprise, et les options possibles qui y sont liées, opportunités économiques, mobilité vers quel pays, etc. On peut imaginer que la perception des différentes destinations possibles, France, Belgique, Suisse, Québec, Chine, pays anglophones s'ils maîtrisent l'anglais, pourrait nous amener à reconsidérer la mobilité étudiante internationale, généralement perçue comme sud-sud, et la place qui occupe les différentes langues. Évidemment, dans ce portrait, la place du français est un élément qui nous intéresserait tout particulièrement et qui permettrait probablement de dépasser les visions habituellement avancées sur la francophonie et les raisons d'apprendre le français, en proposant un portrait plus complexe où d'autres langues seraient présentes. Pour terminer mon propos, on a une rencontre non prévue, mais on a une rencontre quand même. Cette rencontre, je crois qu'elle est aussi non aboutie. Pourquoi je parle d'une relation non aboutie entre la Chine-Afrique en contexte académique et la francophonie? Parce que ces francophones se croisent sans vraiment se rencontrer. Dans cette Chine-Afrique en contexte académique, la francophonie est présente, mais le français n'est pas nécessairement une langue d'échange. Pourtant, et là je vais peut-être parler plutôt du côté chinois, qui est le côté que je connais le mieux, la francophonie universitaire chinoise, je crois, aurait tout intérêt à profiter de cette aubaine qu'est la présence croissante d'étudiants africains francophones sur les campus du pays. Il s'agit d'une richesse indéniable qui est ignorée et inutilisée.
Les pistes de travail sont nombreuses. Je me suis amusé à essayer d'en imaginer quelques-unes. On pourrait imaginer un rapprochement de ces étudiants africains francophones qui sont parfois physiquement présents à seulement quelques centaines de mètres. Donc un rapprochement de ces étudiants avec les départements et sections de français. Ça pourrait prendre la forme d'interventions ponctuelles en classe. Je pense notamment en troisième année, il y a un cours de francophonie, donc là les interventions seraient tout à fait à propos. Mais ça pourrait aussi, pour ne pas en rester justement à des interventions sur la francophonie, ça pourrait être des stages d'enseignement, voire une embauche à temps partiel comme enseignant pour un petit peu casser toujours cette même référence aux Français de France et aux locuteurs légitimes qui seraient uniquement français. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, je suis d'origine française toulousaine, donc mon français n'est pas toujours très légitime non plus, hein, parce que j'ai un accent qui est un petit peu toulousain. Voilà. Donc ça permettrait, on pourrait aussi imaginer d'encourager des échanges linguistiques. Les départements, sections de français pourraient aussi proposer des cours, des conférences sur l'Afrique francophone, ce qui ne se fait pas actuellement. On pourrait imaginer aussi que l'OIF peut-être pourrait favoriser ce rapprochement. Je ne veux pas trop développer. On pourrait aussi imaginer que les étudiants chinois qui sont allés travailler en Afrique, lorsqu'ils reviennent, interviennent également dans les cours. Pourquoi pas même imaginer des interventions conjointes avec un étudiant chinois qui a travaillé dans un pays et une personne de ce pays qui est en Afrique. On pourrait aussi imaginer quelques perspectives de recherche dans ces centres de recherche que j'ai imaginés, combler la connaissance insuffisante de cette vague récente d'étudiants africains en Chine. Ces centres de recherche pourraient aussi travailler sur les questions éducatives et linguistiques, essayer d'interroger la Chine-Afrique d'un point de vue académique. Alors en conclusion, comme tout chercheur, je construis mon objet de recherche par le nouvel éclairage que j'ai proposé, mais je ne l'invente pas. Il existe bel et bien une dynamique francophone particulière dans cette relation entre la Chine et l'Afrique en contexte académique, même si, et j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas l'exagérer. Cette rencontre est encore peu interrogée et même analysée par les chercheurs, ce qui, à mon sens, pose problème, car ça laisse la porte ouverte à des analyses trop rapides, voire simplistes. Ensuite, c'est une rencontre qui s'avère aussi féconde, car les enjeux sont nombreux, notamment des enjeux liés à la présence de langues différentes, mais aussi la question des rapports à la diversité, ici représentée et de façon inattendue par la francophonie. Je vous remercie.